Donc bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Merci d'être présents et présentes aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Avant d'oublier, je me présente, donc Laure Botella, je suis secrétaire nationale en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes et en charge des politiques d'égalité. Je vais animer ce débat avec Halima Delimi, donc, qui est membre du comité de pilotage de la Convention Le Temps des Femmes. Donc Johanna a un petit peu de retard parce qu'elle est en conférence de presse, mais elle va nous rejoindre voilà, au fil de notre table ronde. Donc, qui va garder les enfants? Donc, voilà, cette pique, elle est attribuée à Laurent Fabius lorsque Ségolène Royal a annoncé sa candidature à la primaire du Parti socialiste. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, moi, personnellement, c'est une pique qui a particulièrement marqué mon parcours militant, parce que j'avais 14 ans à peine, parce que je suis la fille de ce qu'on appelait à l'époque une fabusienne, et parce qu'en 2007, la campagne de Ségolène Royal, ça a été la première campagne que j'ai menée. Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'un homme ou une femme politique se permettrait de sortir ce type de phrase? Est-ce que les mentalités, elles ont réellement changé? Ou est-ce que c'est juste que ce type de phrase ne serait plus toléré? Parce que peut-être qu'en fait, elle ne serait plus prononcée uniquement parce que son auteur pressentirait des risques pour son image. Parce qu'en effet, nous le savons, aujourd'hui, l'arrivée d'un enfant entraîne une baisse d'activité chez 40% des femmes et seulement 6% des hommes. Donc pour une femme, quand l'ambition légitime pointe son nez, la venue d'un enfant, c'est souvent un obstacle. Au point qu'aux États-Unis, certaines entreprises vont jusqu'à proposer à des salariés femmes de prendre en charge la congélation de leurs ovocytes pour qu'elles puissent en fait s'occuper de leur carrière et faire des enfants plus tard. Donc en politique, comme dans le secteur privé, on continue à considérer qu'il n'est pas compatible pour les femmes d'avoir un enfant et d'assumer des responsabilités professionnelles. Est-ce que cela ne conduit pas finalement les femmes à cacher leur maternité? Ainsi, il y a quelques années, Rachida Dati et puis plus dernièrement Aurore Berger ont repris leurs fonctions à peine quelques jours après leur accouchement. Donc, telle une démonstration que certes, elles étaient devenues mamans, mais que cela n'aurait aucun impact sur leur capacité de travail. Je sais pas, vous trouvez pas ça curieux comme les enfants, ça devient un argument pour pour empêcher les femmes d'accéder à des responsabilités, alors que ces enfants sombrent dans l'oubli pour les mères seules, qui sont contraintes de s'éveiller à l'aurore pour vaquer à l'entretien des bureaux, ou de s'atteler de nuit comme aide-soignante à l'hôpital. C'est tout à coup, en fait, tout le monde se fiche bien de qui va garder les enfants. Merci Laure. C'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui, chers camarades. Tout d'abord, nous discuterons de la place des femmes en politique, de l'entrave qui peut leur être faite uniquement parce que ce sont des femmes, et qui souvent favorise des hommes parfois moins légitimes. Enfin et surtout, nous parlerons du quotidien de ces femmes que nous avons tous et toutes applaudis aux 20h pour ensuite les renvoyer aux oubliettes, dirons-nous. Tout d'abord, un grand merci à nos invités. Aurore Laluc, députée européenne Place Publique, membre de la délégation Gauche sociale et écologique. Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire de Paris. La maire. Ah, grande erreur, en effet. Merci de ce rappel. Clémentine Autain, députée LFI de la Seine-Saint-Denis. Et nous attendons... Oui. Donc Johanna, voilà, comme je l'ai dit, va arriver. Et je tiens également à excuser Marie Leverne, qui est secrétaire nationale aux droits des femmes, qui ne voulait être là aujourd'hui, mais qui ne pouvait pas. Sans qui on n'aurait pas cette table ronde aujourd'hui. Merci. Nous allons vous poser une première question assez simple. Qu'est-ce qui finalement vous a amené à devenir féministe? On va commencer par Aurore, si tu veux bien. Ma fille. Voilà, une réponse très simple, c'est ma fille en fait qui m'a amenée à être féministe. Moi, j'ai grandi avec un papa qui était très féministe dans le sens où il me disait tu veux faire ça, tu le fais. J'avais absolument voilà. Donc mon papa était mon modèle de femme quelque part, mais c'est ma fille qui m'a fait prendre conscience réellement du poids des discriminations, dans le sens où quand elle était petite et qu'on lui parlait des droits de l'homme,
J'essayais de lui faire comprendre le concept de homme avec un grand H, et ça ne rentrait pas dans son cerveau. Elle me disait, oui, mais moi je suis une femme, alors en fait, pourquoi moi je n'ai pas de droits? Pourquoi il n'y a que les hommes qui ont des droits? Et pourquoi moi? Et tout d'un coup, je me suis dit que tout le vocabulaire qu'on pouvait avoir et qu'on essayait de changer, du type droit humain, que j'utilisais, mais sans être vraiment persuadée, je le dis en toute sincérité, et bien tout d'un coup, j'ai vu à quel point c'était excessivement utile, parce que les mots ont un sens. Donc j'avais une petite fille qui pensait qu'elle n'avait pas de droits, parce qu'elle était une femme et qu'elle n'était pas un homme avec un grand H. Voilà. J'ai une petite fille aussi qui voulait jouer au foot, le midi. Et en fait, on l'en empêchait. Les garçons ne voulaient pas. Ou alors, il fallait qu'elle ait un grand frère. Et Pato, elle n'avait pas de grand frère et je ne pouvais pas lui en faire un, de toute façon. Donc voilà. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'en fait, le corps enseignant ou les surveillants ne protégeaient pas forcément ces petites filles qui, elles aussi, avaient le droit de jouer au foot et même qui avaient le droit de profiter de la cour de récré. Ça paraît être des sujets anecdotiques, tout ça. Ça ne l'est absolument pas. Quand on a une cour de récré qui est prise par les hommes à 70%, parce qu'ils ont décidé d'en faire un terrain de foot, et que les filles ont donc intériorisé le fait qu'elles doivent jouer à 30%, enfin, sur le reste, qu'elles doivent être à la marge, et que pour le reste, ben non, en fait, finalement, ça leur appartient, ça leur appartient pas, c'est les hommes qui en décident. Et ça vient d'ailleurs avec la question de la confiance en soi, qui n'est pas un sujet, comme je le dis toujours, de magazine dit féminin. C'est une question éminemment politique, la question de la confiance en soi chez les femmes. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a des petits garçons qui disent « je décide de jouer au foot », à la récré, et je prends toute la cour de récréation pour moi, et les filles, je vous exclue et vous prenez les miettes. Et bien, en fait, dans la vie, moi je le vois notamment en politique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir des hommes qui vont avoir tendance à dire « je veux ce poste », et nous, les femmes, et j'en parlais d'ailleurs avec Christine Lagarde, on va se dire « alors, est-ce que je suis assez légitime? Est-ce que je suis assez compétente? On va surtravailler, surpréparer, etc., etc. » Bref, de petits symboles comme ça, on arrive à des choses extrêmement importantes. Et puis, je vais vous donner une dernière anecdote et je me tairai. C'est Philippe Frémaux, qui était l'ancien PDG d'Alternative économique et qui était aussi un peu comme mon papa, qui m'a un jour dit, mais avec sa gouaille, que je ne saurais pas faire, « vous êtes vraiment trop connes, les femmes. » Je lui dis, je te remercie, Philippe, pourquoi donc? Il me dit, je vous vois faire la queue aux toilettes. Il m'a dit, mais tu crois que nous, on accepterait de perdre notre temps, comme ça, de vie, à faire la queue aux toilettes, alors qu'on a très bien compris que globalement, il y a un truc tout bête à faire, il faut vous en construire un tout petit peu plus. Et j'ai donc fait, en sa mémoire, parce que c'était une private joke entre lui et moi, une vidéo à ce sujet-là, et c'est dingue, parce que demander des toilettes, c'est pas un truc quand même révolutionnaire quand on y pense. On n'est pas en train de renverser la table, on demande plus de toilettes pour pas avoir faire nous aussi la queue. Et ça a été un espèce de psychodrame sur les réseaux sociaux avec une montée des agressions du côté du Rassemblement national, mais pas que, des LR, etc. Donc voilà, ces petites anecdotes, en fait toutes bêtes, mais c'est ma fille, et qui m'a fait aussi redécouvrir l'histoire des femmes, que Internet, voilà, par exemple, ça vient pas forcément des hommes, ça vient plutôt même totalement d'une femme, etc. Et qu'on avait finalement une capacité à pas assez assumer et défendre notre histoire, et qu'il allait falloir le faire pour pouvoir prendre, pas plus de place, mais en fait notre place, celle qu'on a le droit de prendre. Voilà. Merci Aurore. Socialiste, donc forcément féministe, je te pose à ton tour la même question que je répète pour Johanna. Donc qu'est-ce qui t'a poussée à devenir féministe? Alors, j'espère que rien ne m'a poussé à être féministe, mais disons que féministe, je le suis par conviction, et je le crois partagé par l'ensemble des socialistes, et je le sais bien au-delà. Mais il y a bien des différences entre être féministe par conviction et l'être en pratique. Et la première des expériences les plus riches de prise de conscience, y compris parfois du décalage entre le discours que l'on porte et la réalité que l'on vit, pas forcément qu'on l'on vit de façon choisie, mais que l'on vit de façon objective, c'est précisément dans le militantisme que je l'ai rencontré. D'abord parce que je crois que les hommes ne comprennent ce qu'est le combat féministe que quand les féministes leur rappellent assez puissamment. Et que le premier rôle des féministes, c'est quand on est une femme de l'être affirmativement et puissamment,
et quand on est un homme, d'écouter, ce qui n'est pas forcément la propension la plus naturelle de l'humanité. Moi, dans mes années militantes, assez vite, j'ai observé des choses simples. D'abord, quand on n'avait pas d'enfants, c'était plus facile de militer que quand on en avait. Deuxièmement, quand on en avait, c'était plus facile de militer quand on était un homme que quand on était une femme. Et troisièmement, parce que les cycles de la vie sont ainsi faits, quand on a des vies qui changent, peu importe comment et pourquoi, mais notamment parce que soit on a un travail, on en change, on a un enfant en plus, on se sépare, etc. Les femmes éprouvaient la charge des conséquences de ces changements infiniment plus que les hommes. Et très tôt dans le militantisme que j'ai eu, que ce soit d'ailleurs dans le syndicat étudiant ou dans le syndicat, dans le militantisme politique au Parti socialiste, il y a toujours eu des camarades femmes pour rappeler que si on faisait une réunion à 21h, eh ben, que si on avait des enfants, c'était compliqué, et qu'il n'y a pas de solution miracle, mais si on en changeait l'horaire, ça pouvait aider, que si on partageait des modes de garde, etc., c'était quelque chose d'important. Et donc je crois que c'est important, et honnêtement, je sais, que ce soit dans ma fédération à Paris et au Parti socialiste depuis fort longtemps, je crois que c'est important que les femmes sans cesse rappellent ces contraintes, rappellent ces engagements, y compris quand ni les uns ni les autres on est capable d'être totalement vertueux sur les valeurs qu'on porte. Voilà. Merci pour cette réponse très intéressante. On va donc demander à Johanna. Merci. D'abord, bonjour à chacune et à chacun. Ravi de vous retrouver les uns et les autres. Désolée du retard, je faisais le point presse de clôture avec Olivier. Donc, je lui ai dit que je vous retrouvais. Et j'en ai profité pour inviter la presse à notre débat parce que je pense qu'on a quand même un petit sujet de base qui est: est-ce que cette question est politique ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Moi, je crois. Et plus ça va, plus je le crois qu'elle est profondément politique. Pour répondre à la question, je dirais assez simplement, je me suis toujours sentie féministe, comme une évidence. Et dans le même temps, mon féminisme n'a cessé de se renforcer et de progresser. Moi, je fais partie de cette génération qui est ni de la génération des pionnières, ni tout à fait de la génération MeToo. Et donc de cette génération qui, un temps, a cru que quand même, globalement, le gros du chemin était fait. Et plus les choses ont avancé, quand j'ai eu des enfants, quand je me suis engagée, j'ai mesuré à quel point le chemin qui était devant nous restait très largement à parcourir. D'abord parce que quand on est une fille, puis une femme, on en fait l'expérience concrète, physique, à chacun des moments de sa vie, dans la cour de récré, la première fois où on se fait embêter dans le tramway, la première fois où, quand on travaille dans les quartiers populaires, ou quand on est dans le centre-ville, on se dit je mets cette jupe pour sortir ou je mets plutôt celle-là. Toutes ces choses qui peuvent sembler anecdotiques et qui en réalité le sont pas. Et puis, mon militantisme, il s'est aussi renforcé dans le fait de l'assumer. Il y a quelques années, quand j'étais maire de Nantes dans les premières années, je pense que je n'aurais jamais accepté de venir à une table ronde comme celle-là. Quand je faisais à ce moment le campus, j'acceptais toutes les autres tables rondes. Celles où on parlait d'industrie, celles où on parlait d'économie, celles où on parlait d'écologie. Mais mon inquiétude, jeune militante, jeune élue, c'était de se dire, finalement, comment on n'est pas catalogué sur le registre de la jeune nana qui fait de la politique. Et pour vous dire, aux dernières élections municipales à Nantes, un des objectifs politiques de campagne que j'ai fixé et que j'ai fixé comme tel, ça a été faire de Nantes la première ville non sexiste à 10 ans. Vous imaginez pas le nombre de commentaires et de persiflages que j'ai eus. De la droite, bien sûr, mais ça, je m'y attendais. Mais aussi d'une part de la gauche. Genre, c'est bizarre, Johanna, on pensait que c'était une fille plutôt sérieuse, elle a déjà fait un mandat, avant elle nous parlait de la réindustrialisation de Nantes, de la transition écologique, de la politique de l'emploi, de la lutte contre les inégalités, ok, mais là maintenant elle va nous bassiner avec le sexisme, quoi, c'est... Et je le raconte parce que je crois que c'est révélateur du combat qui nous reste à affirmer de oui, ce sujet est politique. Et je pense qu'en réalité, sur ces questions, on a tous nos histoires, tous nos parcours, et on est tous en permanence et en construction et en déconstruction. Alors on a aussi des moments qui nous font prendre conscience, bouger. Je pense qu'il n'y a pas une femme élue ici qui n'a pas entendu une remarque. On a toutes 15 000 histoires, je vous les épargnerai, j'en raconte quand même juste une.
quand je viens d'être élue maire, avec Nathalie Appéré, la maire de Rennes, on va à la première réunion de l'Association des maires des grandes villes de France. On arrive, il y a une majorité d'hommes, on s'assoit, et un élu, que je ne citerai pas par courtoisie, salue la sympathique progression de la parité autour de la table. On se regarde, et on se dit, c'est une blague. On se fâche, on travaille ou on en rigole. Et bien, on a fait exactement ce que tu disais, Aurore. En fait, on s'est mis à bosser et à bosser encore plus. Alors, quand j'ai été élue maire, la première fois, on m'a dit, on vous appelle Madame la maire, comment on vous appelle? Et j'ai dit Madame le maire. Et au deuxième mandat, j'ai dit non. En fait, ça va être Madame la maire. Parce que j'avais entre-temps rencontré tellement de femmes qui étaient venues me dire, Johanna, j'ai envie d'être élue, mais j'ose pas. Et est-ce que je suis capable? Et est-ce que je suis compétente? Et toutes les questions de conjugaison, de vie personnelle et de vie politique, que je me suis dit, si nous, on ne porte pas ces paroles, y compris celles qui ont à un moment dit, eh bien non, on ne se fait pas enfermer sur ces sujets-là, alors il y a une part de la bataille strictement politique qu'on ne portera pas. Et je termine par partager un dernier élément. Quand mon fils était en CP, il s'appelle Lucas, un soir il rentre et je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, la maîtresse, elle m'a demandé si tu me manquais pas. Alors je ne savais pas trop quoi lui dire. Autant vous dire que j'étais folle furieuse. Mais comme j'étais la maire de la ville et que j'étais élue depuis 18 mois, je ne suis pas allée la voir le lendemain pour lui dire ma façon de penser. Ce serait aujourd'hui, je peux vous garantir que je crois qu'elle ne passerait pas un très bon quart d'heure. Pourquoi je le raconte? Je le raconte pour dire à toutes les jeunes militantes, à toutes les jeunes élues, à toutes celles qui s'engagent pour la première fois, qu'en fait, ça, c'est l'exercice du patriarcat. Parce que le système de nomination, le système patriarcal, il continue de dire aux femmes comment elles doivent organiser le temps avec leurs enfants, comment elles disent aussi à celles d'entre nous qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, parce que c'est leur choix que ce choix est commenté. Le commentaire du corps des femmes, le commentaire des choix des femmes, c'est par essence le système patriarcal. Et quand on est de gauche, par essence on est féministe et donc on porte ces sujets-là. Bonjour à toutes et tous. D'abord, vous dire merci de l'invitation. Je suis très contente d'être cette année encore ici avec vous à Blois, avec les militants socialistes, sur une question qui m'est chère depuis très longtemps. Et donc, je vais répondre très simplement à la question comment je suis devenue féministe. Moi, je n'étais pas du tout féministe quand j'étais adolescente. Je faisais partie de cette génération dont tu parlais, Johanna, qui est l'entre-deux vagues, entre le mouvement Libération des femmes des années 70 et la vague MeToo. Il y a eu quand même toute une période où le féminisme était plutôt en proie à une forme de backlash. On a souvent ça, des périodes très fastes, et là, il faut se méfier, parce que le backlash est en train d'arriver, c'est-à-dire le retour en arrière. C'est un terme qui a été bien développé par une féministe américaine qui s'appelle Suzanne Faludi. Et donc, moi, j'étais plutôt dans ce creux de la vague, et je disais, je ne suis pas féministe, je suis féminine. Quand j'avais 18 ans, c'était plutôt ça mon truc. Et il se trouve qu'à 24 ans, j'ai été violée en allant à l'université. J'ai été attrapée par un type. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai eu un viol en bonne et due forme, c'est-à-dire avec un homme armé, un inconnu. C'est beaucoup plus simple quand vous allez déposer plainte, surtout dans les années 90. Néanmoins, donc j'ai fait ce parcours-là, et puis on prend quand même un gros coup sur la tête, donc j'ai cherché à être aidée, et je suis arrivée dans la seule association à l'époque qui s'occupait, qui avait pignon sur rue pour s'occuper de ce type de cas, qui était le collectif féministe contre le viol. Et donc j'y vais, je sympathise, etc. Et un soir, je m'engueule avec une des militantes associatives qui était là. Je dis, mais pourquoi vous mettez féministe dans votre truc? C'est pas terrible pour les jeunes générations, vous vous coupez, puis ça n'a rien à voir, le viol, le féminisme. Je ne voyais pas du tout le rapport. J'avais l'impression d'avoir été victime d'un dingue, et c'est tout, quoi. Et là, on s'est vraiment très, très fortement engueulé, parce qu'elle m'a dit, mais non, pas du tout. Le viol, c'est l'expression ultime de la domination masculine, et donc ça a tout à voir évidemment avec le féminisme. J'ai pas compris ce qu'elle me racontait, et j'ai commencé à lire, et là, alors là, j'ai lu beaucoup en fait. Moi, c'est passé par la lecture, Simone de Beauvoir, beaucoup de livres sur le viol, beaucoup de livres féministes, l'un appelant l'autre, et c'est comme si on m'avait mis une paire de lunettes. C'est-à-dire qu'alors là, pour le coup, après, une fois que j'avais lu tout ça, je voyais le sexisme le matin en me levant, dans la rue, partout, absolument partout. J'avais un décodeur qui m'était arrivé. Et comme souvent les nouveaux convertis, je suis devenue très, très féministe.
Et donc, contrairement, là, pour le coup, aussi à Johanna, mais c'est des histoires de vie, en fait. Hein, moi, quand je suis arrivée dans le monde politique, comme j'avais créé déjà une association qui s'appelait Mixité, Mouvement Mix pour l'égalité entre les hommes et les femmes, moi, j'ai toujours été affichée totalement féministe. Et je rencontrais beaucoup de femmes qui me disaient « Moi, je pense comme toi, je suis d'accord, je suis féministe. Mais tu comprends, on ne va pas trop le dire, parce qu'après, on se fait mal voir, on est catalogué. » Et donc, c'était une génération, en tout cas la mienne au début, quand j'ai commencé, qui était comme ça. Où ça ne se faisait pas de dire qu'on était féministe. Et au contraire, moi, j'ai le sentiment, par l'expérience, que ça a été une protection. Une très grande protection. C'est-à-dire le fait d'être étiquetée féministe, j'ai commencé, c'était à la mairie de Paris, avec Bertrand Delanoë dans cette équipe qui n'était pas la plus sexiste de la planète, hein, mais la vie étant ce qu'elle est, la plus sexiste de la planète, mais c'était une équipe de gauche qui quand même, je veux dire, je pense qu'il y a pire, et puis il y avait la parité, etc. Je veux dire, franchement, il y avait pire que l'équipe que nous avions, Néanmoins, même dans cette équipe-là, un jour, je demandais, en tant qu'adjointe au maire de Paris chargée de la jeunesse, une petite augmentation à un des maires, dont je tairai le nom aussi, je ne sais pas si c'est par courtoisie, mais bon, bref, et qui m'a regardé comme ça et qui m'a dit « Allez, ok, parce que tu as de beaux yeux ». Voilà, c'est très angoissant. C'est très angoissant, en fait. Surtout, j'étais toute jeune, j'avais 27 ans et j'étais complètement terrorisée par ce type. Voilà. Mais globalement, sinon, à part 2-3 anecdotes, mais très légères, j'ai estimé qu'être féministe était plutôt quelque chose qui protégeait. Et globalement, à part ce genre de cas, d'ailleurs, c'était une personne plutôt âgée, mais chez les plus jeunes, c'était plutôt du genre « On peut te dire que tu as une jolie robe ?» ou on n'a pas le droit. Alors, j'essayais d'expliquer qu'entre faire un compliment, être sympa et être sexiste, mais visiblement la frontière a l'air d'être très complexe à établir, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc moi, c'est comme ça que je suis devenue féministe. Je veux vraiment insister sur le fait que ça change le regard, parce qu'on comprend comment les choses font système. C'est-à-dire qu'entre ce que tu disais, et qui est parfaitement juste, hein, les espaces dans les cours de récréation, et le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, et à la fin, en bout de chaîne, les violences faites aux femmes, dont tout le monde dit c'est un fléau et c'est épouvantable, eh bien, il y a un lien. Il y a un lien, et c'est tout cela que nous avons à déconstruire. Et donc, se dire féministe, c'est prendre tous les bouts de la chaîne pour se donner les moyens de mettre à bas la domination masculine qui sévit dans notre société très fortement. Et donc, c'est une question politique, et c'est enfin, j'ai l'impression qu'elle commence à être prise en charge de façon un peu plus sérieuse par les formations politiques, non pas comme un sujet annexe en bout de quelque chose, mais comme un sujet à part entière. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu, il y a encore beaucoup de travail, mais je crois que nous avons fait du chemin, et c'est bien aussi de temps en temps de reconnaître quand on progresse. Il y a tout ce qui reste à parcourir, mais il y a aussi ce qu'on a réussi à gagner, c'est pas mal déjà. Donc merci. Vous nous avez expliqué donc pourquoi vous étiez féministe, donc ce qui vous y avait amené. Mais qu'est-ce que cela veut dire être féministe aujourd'hui en politique? Donc Johanna, tu parlais de parité tout à l'heure. Le séminaire de formation organisé à Blois, donc par la FNESR, était loin d'être paritaire. Il y avait, donc on a calculé, nous, le SN Égalité, voilà, parce qu'on aime bien compter. Il y avait seulement 38% de femmes élues qui intervenaient, et c'est à peu près pareil pour les expertes. Et sur le programme, donc je ne sais pas si ça a évolué, mais sur le programme, lors de la plénière d'ouverture de jeudi, tu étais la seule femme annoncée avec 3 hommes. Et donc, en tant que première secrétaire nationale déléguée, en tant qu'élue féministe, comment on peut valoriser les femmes élues et faire en sorte que tout ce que le parti organise soit paritaire? Merci. Moi, je rejoins assez ce que Clémentine disait à l'instant. Je crois qu'on est en chemin et qu'on doit à la fois se dire que c'est possible et en même temps tout ce qu'il nous reste à faire. Je le dis parce que je crois que ce n'est pas le hasard si au moment de notre congrès, pardon de cette parenthèse exclusivement socialiste, mais toutes nos organisations sont traversées par ces questions. Que pour la première fois de l'histoire de notre parti, on a eu une contribution féministe. Franchement, je vous demande de les applaudir parce que cette contribution, elle s'est appelée la contribution des Christine. Et il y a 10 ans, dans notre parti, une contribution comme cela, de cette qualité-là, de ce niveau d'engagement, elle n'aurait pas existé. Ensuite, on a un enjeu qui est celui du 360 degrés. Je prends un exemple. On a progressé dans nos instances. Je prends un exemple concret. Ça va parler à certaines et à certains. Au Bureau national, maintenant, on fait
un homme parle, puis une femme parle. Je le dis avec beaucoup de sympathie pour tout le monde, en fait, on aura vraiment atteint notre objectif quand on regardera un peu les temps de parole. Parce que je pense que si on faisait la moyenne des temps de parole, je le dis. Quand je parle du 360 degrés, ça veut dire qu'on ne doit rien laisser sous le tapis. Et les temps de parole. Mais aussi, ça veut dire que derrière, il faut aller chercher. C'est quoi les questions de formation ? En fonction de notre histoire, en fonction de ce que Bourdieu appelait le capital culturel, on n'est pas tous à égalité sur le fait d'être à l'aise, de se sentir suffisamment en confiance. Et pour plein de raisons que tous les travaux de recherche et de sociologie ont expliqué, on sait que ce phénomène est encore plus prégnant chez les femmes. Donc moi, je crois d'abord que tout le travail d'éducation, de formation, de sensibilisation, tout ce qui doit se faire en amont est absolument essentiel. Ensuite, on a la question électorale. On ne va pas se la cacher. Moi, je vais vous dire les choses de manière très directe. Est-ce qu'en tant que première secrétaire déléguée, je suis totalement satisfaite de notre résultat sur les sénatoriales sur ce sujet? Non. Je ne vais pas vous mentir. On est là pour se dire les choses. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce que le travail que vous faites, est-ce que le travail que nous faisons nous a permis d'atteindre des meilleurs résultats? Oui, c'est pour ça que je dis on est en chemin. Et nous, la gauche, et je crois en particulier nous, les socialistes, on a une responsabilité particulière. On est ceux qui ont fait voter la loi sur la parité. Mais c'était dans les années 2000. Moi, quand je reçois des lycéennes et qu'elles me parlent, que je leur parle de la loi parité sur les années 2000, j'ai l'impression que je leur parle de la préhistoire. Parce qu'elles disent à quel point il y a urgence, à quel point il n'y a pas de raison d'attendre, à quel point, pour un certain nombre d'entre elles, et là je vais parler plus des militantes, le lien entre le fait que l'exploitation de la nature et l'exploitation de la femme procèdent d'un système de domination qui converge, ça fait partie de leur culture. Des débats qui, avec des groupes de jeunes filles similaires, il y a 10 ans, je n'aurais absolument jamais eu. Dans ce qu'on a mis en place de manière nouvelle, je le dis aussi, cette commission sur la transition féministe, là aussi, les mots ont un sens, c'est une manière de se dire, il n'y a pas ce sujet et le reste des questions. Je pense vraiment qu'un des leviers, c'est comment dans une organisation politique, à chaque fois qu'on prend une décision, à chaque fois, on se pose cette question. C'est vrai sur les politiques publiques, on parlera tout à l'heure de l'action locale. Moi, je crois qu'on a avancé le jour où on a eu une politique publique sectorielle, mais où, sur la politique économique, sur la politique culturelle, sur la politique des transports, on s'est dit, est-ce que l'acte politique, pas l'acte de gestion, l'acte politique qu'on pose, est ce qui fait avancer la cause des femmes. Et puis la dernière chose, et c'est pour ça que les tables rondes comme aujourd'hui sont importantes, c'est aussi de dire que c'est possible, de raconter de parcours, de raconter des histoires. Moi, depuis que je suis maire, et encore plus depuis que j'ai eu la grande chance d'être notre première secrétaire déléguée, je reçois nombre de courriers, de mails, de femmes qui disent « je veux m'engager ». Et au moment où on sait qu'il y a une crise de l'engagement, je crois que c'est essentiel, mais qui se posent tout un tas de questions. Effectivement, comment je fais pour conjuguer ? Parce que je veux et une vie de famille et une vie d'engagement. Et donc, je crois que la manière de raconter et de donner confiance est essentielle. Et je terminerai par ça, parce que le patriarcat est là, présent, je le crois, et la part d'autocensure des femmes est, je crois, aussi un sujet, un vrai sujet, et sans doute un sujet premier. Merci. Emmanuel, tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais tu étais également, tu étais avant premier fédéral à Paris, donc pour les non-socialistes, premier fait, c'est un peu les chefs des socialistes au niveau départemental. Moi, je me rappelle, j'étais en fait, parce qu'avant, on était sur Paris, et moi, j'étais la petite fille en fait qui dormait sur les tables à la Fédération de Paris ou en section, parce que ma mère était solo, Donc, Johanna parlait des temps de parole. Alors ça, c'était quelque chose qui, pour le coup, a été mis en place à la Fédération de Paris, c'est-à-dire des temps de parole qui étaient minutés. Tu as parlé tout à l'heure également de peut-être changer les horaires des réunions. Donc, brièvement, qu'est-ce que pour toi un parti et des réunions politiques, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour vraiment inclure les mamans, notamment les mamans solo? On peut faire plein de choses. Alors d'abord, peut-être rappeler qu'on est tous l'histoire tous le résultat d'une histoire. Moi, j'ai été élevé dans un milieu très politisé, tous communistes. J'ai été formé dans une famille où ils étaient tous CGT, communistes, et en permanence en réunion. Et j'étais sous la table, sur le bureau, quelque part.
Et ça doit évoquer quelques souvenirs à d'autres. Et très tôt, j'ai pris conscience, mais comme observateur complètement irrationnel et très empirique, de la part de discrimination extrêmement puissante qu'il y avait. Deuxième expérience fondatrice pour moi qui va nourrir le sujet que tu évoques sur qu'est-ce qu'on fait, parce que je peux l'évoquer comme premier fédéral, mais aussi comme élu, et on a l'occasion heureusement de faire plein de choses. C'est la confrontation au drame du monde. Quand vous allez dans des permanences logements, quand vous allez dans un service de l'aide sociale à l'enfance, quand vous allez dans un service de protection maternelle et infantile, dans 99% des cas, c'est un chiffre évidemment au doigt mouillé, mais enfin c'est pas loin, dans 99%, vous vous trouvez face à des femmes seules avec des enfants en souffrance, etc. Les hommes en sont quasiment absents. Dès qu'il y a des drames de la vie, je suis désolé de faire un raccourci aussi dur, mais dès qu'il y a des drames de la vie auxquels on est confronté quand on est élu, quand on est travailleur social, quand on est professionnel de santé, il arrive souvent que les hommes disparaissent des radars. Et alors, il y a plein de raisons, c'est compliqué, je ne veux pas donner de leçons ici. Mais face à ce constat, j'ai voulu prendre quelques initiatives. La première, c'est tu en as peut-être le souvenir et d'autres qui ont participé, c'est d'écouter les propositions qui étaient formulées par d'autres. Je n'ai jamais pensé que c'était moi qui, naturellement, avec les idées pour le faire. Et quels sont les problèmes qu'on essayait de circonscrire? La question, et ça rejoint une question vraiment fondatrice de ce qu'est pour moi le rôle d'une puissance publique, et qu'elle soit d'un niveau de collectivité ou de l'État. C'est un combat pour l'égalité à la fin. C'est un combat pour l'égalité. Et c'est une des facettes du grand combat pour l'égalité, mais c'est évidemment une facette essentielle. Comment on redonne un peu de liberté, de ce que j'appelle du temps à soi, à des femmes qui en sont privées parce qu'elles ont la charge seule. Faut quand même avoir en tête que le nombre de familles monoparentales est un impensé en ce pays, un impensé. À Paris, le taux de familles monoparentales, il est bien supérieur au niveau national, mais il est très élevé au niveau national. Mais on atteint des niveaux spectaculaires qui sont autour de 43% de familles monoparentales. Quand vous avez 43% de familles monoparentales, c'est une donnée sociétale absolument majeure. Et quel est le problème? Il est celui de la vie courante, parce qu'il est supporté par une seule personne. C'est ce qu'on appelle indifféremment la charge mentale, ou de façon un peu confusante, mais quand même qui exprime ce que c'est la charge mentale, de cumuler, de s'occuper de soi, du travail, de nourrir la famille, de s'en occuper, des enfants, etc. En politique, nous, ce qu'on a essayé de mener, c'est des choses, heureusement, on a vu être essaimées ensuite, on les a commencées au début. Ça a tiré des colibets, mais parce que nous sommes un collectif plus mature sur le plan intellectuel, souvent les colibets étaient à petit bruit, et quand les colibets étaient exprimés trop fort, ceux qui les exprimaient, c'est un peu comme Laurent Fabius sur qui va garder les enfants, il le regrette aussi vite qu'il l'a dit. Parce que nous avons un contrôle social très fort sur ces questions-là. Et c'est pour ça que je pense qu'on arrive à faire des choses avant. La question du minutage des temps de parole, elle était sociale. Et moi, en 2015, quand je suis devenu premier fédéral, on a non seulement mis l'alternance, mais on a mis le chronométrage. Le chronométrage, c'était pas pour dire c'est bien, c'est mal. C'est d'abord pour dire c'est quoi la vérité. Quand tu disais, c'est un travail de sciences sociales, c'est objectiver les discriminations. Après, vous pouvez donner des explications et travailler sur le pourquoi du comment. Mais quand vous avez 90% d'un temps de parole de réunion qui est pris par des hommes, c'est qu'il y a un problème structurel qui n'est pas seulement celui de la composition de la salle, parce qu'il y a beaucoup de... Non, même quand vous avez une salle à 50-50, il y a un temps embolisé. Et donc, on a fait plein de choses. Moi, le seul truc que je peux dire que je suis un peu déçu, quand même, c'est que ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire qu'on avait fait des horaires décalés de réunion, ça ne change pas, parce que je pense que même si vous mettez une réunion qui devait être à 21h, à 18h, la réalité, c'est que c'est du temps en plus ou du temps à côté qu'on ne peut pas s'offrir, que ce soit à 18h ou à 21h de toute façon. Et le deuxième truc qui n'avait pas marché, mais je pense aussi par maturité et par organisation, c'est les gardes, ce que j'appelais les gardes partagées. C'était d'offrir un service de garde où en fait on venait avec les enfants, mais on n'était pas obligé de s'occuper de son enfant dans la salle, mais on le prenait en charge à côté. On l'a fait, ça n'a pas marché aussi bien que je l'aurais espéré, mais persévérons. Merci. Aurore, du coup, tu es députée européenne, tu travailles en tant qu'économiste sur des sujets considérés comme masculins, la finance, la fiscalité, la crypto-monnaie. Penses-tu que c'est plus simple d'être une femme politique au niveau européen qu'au niveau national? Je vais te demander par contre d'être un petit peu plus... D'être rapide. Oui, je le pense.
Je pense que c'est plus simple. Je pense qu'en fait, le fait qu'on ait différents types de nationalités, différents types de transitions, nous protège quand même un peu en tant que femmes au niveau européen. Après, on va retomber quand même dans certains travers. Je ne vais pas le mentir. On va retrouver des situations qu'on retrouve toutes en politique ou dans le monde du privé, peu importe. Par exemple, le fait qu'une femme, quand elle revient de congé maternité, est dans la culpabilité permanente. Elle a l'impression d'être une mauvaise mère, une mauvaise professionnelle et une mauvaise compagne la plupart du temps. Et il faut lui dire, mais en fait, tu n'es pas obligée d'être au service de ton travail, de tes enfants et de quelqu'un. Tu peux aussi à un moment penser un petit peu à toi. Donc il y a un besoin d'essayer de déculpabiliser. Et pour ça, il y a quelque chose de très simple, il faut aussi qu'on apprenne à échanger. C'est-à-dire que souvent, on est resté toute seule dans notre coin pensant que c'était quelque chose de très individuel. Des fois, les peurs qu'on pouvait avoir ou les faiblesses qu'on pouvait avoir, etc. Alors qu'en fait, on est forte, très même, mais on est mis structurellement dans une situation de faiblesse. Donc là aussi, il faut toujours faire du soutien. Moi, je pousse toujours mes députées européennes, parce qu'en tant que coordinatrice, c'est moi qui décide de qui va parler en plénière, par exemple, sur les questions fiscales. Et j'ai toujours 15 000 mecs qui veulent parler. Et donc, j'appelle les femmes, les députées femmes, et je leur dis, c'est important que tu parles. Elles me disent, non, mais c'est pas grave, c'est pas si important que ça, j'ai rien à dire. Non, en fait, c'est important, pas forcément pour toi, pour les autres. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres femmes, en fait, parce qu'il faut absolument être un modèle. Et puis, même si on a, je pense, beaucoup de garde-fous pour avoir une sorte de parité, par exemple, dans la commission fiscalité, on a chaque année un bilan de combien on a d'employés hommes, combien on a d'employés femmes. Et j'ai un président de commission qui est quelqu'un de chouette, qui est un homme, et qui dit c'est bien, on est à la parité, on est 50-50. Et c'est ce que tu as dit, Johanna, il faut toujours regarder. Et je lui dis non, on a 50%, et véridique, 50% d'assistants, 50% de postes de direction. Et je vous le donne en mille, C'était 50% de femmes dans les assistants, 50% d'hommes dans les postes de direction. Donc il faut aussi, même au niveau européen, et quand bien même on est vraiment, je pense, bien plus protégé qu'au niveau national, il faut quand même toujours rester dans une forme de vigilance et s'autoriser aussi à faire ce qu'on veut. Moi, je suis sur des sujets dits d'hommes. Mon collègue Raphaël Glucksmann est sur des sujets dits de femmes, parce que droit humain, voilà, apparemment. Mais aussi, il faut s'autoriser. C'est pas parce que je suis une femme que je dois aller sur des sujets d'hommes pour montrer que je suis forte. Parce qu'il y a ça aussi comme travers. Je suis sur la banque et la finance parce que je suis névrosée, manifestement. Comme beaucoup de gens. Et moi, ça se traduit par la réglementation bancaire et financière, tant mieux. Mais voilà, il faut aussi... C'est ce que Johanna a dit. Il faut s'autoriser à faire ce qu'on a envie. Et c'est là où on sera, à mon avis, les plus fortes. Voilà. Merci. Donc les partis de gauche, les partis de gauche se disent féministes, l'affirment haut et fort. Pourtant, il y a des affaires qui montrent qu'il y a des problèmes en termes de gestion de crise. Donc, par exemple, il y a quelques années, il y a eu, lorsque Christophe Girard a pris la défense de Gabriel Matzneff et qu'il a été dénoncé par des féministes qui font partie de la majorité parisienne, des plaintes contre elles ont été déposées et elles ont ressenti une forme de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Donc chez LFI, tu t'en doutes évidemment, dernièrement il y a eu l'affaire Quatennens qui est aujourd'hui réintégrée. Donc moi je ne vais pas t'interroger là-dessus parce que je ne considère pas que les femmes doivent répondre des actes des hommes, mais au Parti socialiste, j'ai en charge la commission de lutte contre le harcèlement qui a un pouvoir, qui est indépendante et qui a un pouvoir de sanction. Et donc selon toi, en fait, comment faire en sorte que les questions de violences sexuelles et sexistes soient mieux prises en compte dans ta formation politique, notamment en premier lieu, puisque c'est celle que tu connais. Oui, ça a été un traumatisme pour nous à la France Insoumise, d'abord parce que c'est toujours très violent quand ça arrive avec quelqu'un qui est un collègue, un ami, quelqu'un avec qui on a l'habitude, qu'on n'imagine pas du tout dans une situation de violence. Donc il y a immédiatement, c'est comme si on se prend un coup sur la tête et on n'a pas envie de croire à une chose pareille. Ça, c'est humain. C'est important de rappeler aussi ce contexte parce que les mécanismes qu'on doit mettre en place doivent justement combattre aussi ces réflexes qui sont des réflexes humains. Et heureusement qu'ils existent aussi, parce que sinon on n'est plus des êtres humains. Donc il faut qu'on en tire un certain nombre de conséquences. Moi, je trouve que ce qui est complètement fou, c'est qu'en réalité, Adrien Quatennens a été sanctionné. Immédiatement, il n'a plus été coordinateur du mouvement. Immédiatement. Je sais bien que le tweet de Jean-Luc Mélenchon a donné une interprétation de ce qui se passait qui fait que la sanction formelle qui a été prise est passée au second plan.
Mais je veux quand même rappeler qu'il y a eu une sanction immédiate qui était immédiatement suspendue. Ensuite, on a eu tout un débat et il a été aussi exclu du groupe pendant 4 mois. Moi, j'avais plaidé pour que ce soit plus, mais ça a été quand même une discussion assez longue. Donc, il a été sanctionné. Donc, on a plusieurs étages de problème. D'abord, c'est la réaction que nous avons, c'est-à-dire quelle parole publique nous devons porter quand nous sommes face à ces situations-là. Et on ne peut pas dire globalement que nous sommes avec les femmes, que nous croyons les femmes. Alors évidemment, pas tout. Il peut arriver des situations, c'est tout le problème de la justice et nous ne sommes pas des juges. Mais en revanche, nous défendons des principes. Et ces principes, il faut que quand nous sommes face à des situations concrètes, nous gardions la crédibilité de cette parole. Elle ne peut pas être à géométrie variable. Il faut qu'elle soit cohérente. Donc le parti pris de départ, c'est quand même dénoncer politiquement que quand on est face à situation, politiquement, nous savons que massivement, il y a ce type de choses qui existent et que donc il faut les prendre au sérieux et il faut qu'il y ait des sanctions à l'égard de ces comportements. Bon, après, à l'interne, c'est super compliqué. Il faudrait qu'on ait des échelles de sanctions qui soient un peu préétablies et pas au fur et à mesure. Or là, comme on n'a pas de recul, ben on prend les choses et on essaie de les traiter sans recul. Donc forcément, ça donne le sentiment que c'est bricolé. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est pas encore bien assuré. Mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. Parce qu'il y a encore 10 ans, ces questions-là n'existaient pas. Or maintenant, elles arrivent. Il y a l'affaire Beaupin, il y a eu l'affaire Strauss-Kahn, ce qui a été quand même aussi... C'était quelque chose, hein, l'affaire Strauss-Kahn, hein, souvenez-vous bien. Toute la soirée, pendant 24 heures, moi je m'en souviens bien, parce qu'au bout de 24 heures, j'avais une nausée pas possible et j'ai appelé l'AFP pour hurler. Parce que pendant 24 heures, les hommes et des femmes défilaient à la télévision pour nous expliquer que cet homme était énarque, que c'était un homme qui ne pouvait pas avoir fait ça. Droit de troussage. Oui, c'est ça. Et Nafissatou Diallo n'avait pas de nom, c'était une femme de ménage. Enfin, c'était vraiment épouvantable, vraiment épouvantable. Donc, d'affaire en affaire, on progresse, mais on n'a pas tout le panel, on n'a pas les réactions encore totalement ad hoc. Et donc, il faut que la réaction politique soit à la hauteur de l'enjeu et il faut que les sanctions puissent être prises par des instances qui sont des instances pertinentes et qui ont travaillé les échelles de sanctions. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Et je veux dire qu'il faut aussi une autre chose, c'est que si on reste que dans notre propre famille politique stricto sensu, les insoumis qui règlent les problèmes des insoumis, je pense que c'est ingérable en fait. Et c'est pourquoi moi j'avais plaidé pour qu'il y ait quelque chose NUPES. Ben oui, parce que si on est NUPES, il y a un peu plus de prise de distance, d'extériorité dans l'échelle de sanctions, par exemple, qui doit être prise dans ce type de cas. Et ça permet de mettre un peu à distance. Sinon, je vous assure, c'est vraiment très très compliqué, c'est des déchirements à n'en plus finir, et parfois ça peut même faire reculer la cause dans les consciences, ce qui est complètement dingue. Parce que ça devient, hein, c'était trop dur, c'est pas juste, je sais pas comment dire, enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc il faut qu'on arrive à cette échelle des peines, si j'ose dire, des sanctions, qui ne doivent pas être à éternité, parce que ça, c'est aussi une question qu'on s'est posée. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a commis un acte de violence sexiste ou sexuelle, ou les deux, est-ce qu'à vie, il doit être banni de l'espace politique? C'est les questions qui agitent les féministes et qui ne vont pas de soi. On a été banni. Or, Adrien Quatennens est encore là. Enfin, à mon sens, il aurait dû démissionner. Enfin, mais du coup, on va changer de sujet. Non, mais c'est une vraie question. Pour moi, c'est encore des responsabilités. Est-ce qu'il doit immédiatement... Est-ce que toute personne qui est... Toute personne... Moi, je vous dis que c'est une question. Pourquoi? Parce que nous allons en avoir de plus en plus. Et donc, la question est de savoir... Alors, le statut spécifique de politique, de dire à partir du moment où on représente, on doit être exemplaire. On ne l'est pas sur toute une série de sujets dehors. Ça, c'est un point de vue. Un autre point de vue, et ce phénomène est un phénomène de masse qui concerne, enfin, je veux dire, c'est massif, les hommes qui ont des moments ou qui sont de façon plus, je ne sais pas comment dire, là, je m'aventure dans quelque chose qui est un peu complexe, parce que, en général, quand ils passent à l'acte, c'est qu'il y a quand même avant déjà des trucs qui, dans la tête, sont pas tout à fait au carré, pour le dire gentiment. Donc, en fait, souvent, c'est lié. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement banal et tellement ancré et qu'il faut que ça change. Et que, comme a dit Adèle Haenel, ce sont nos maris,
ce sont nos frères, ce sont nos fils, etc. Et qu'il va bien falloir qu'on arrive quand même à vivre ensemble. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que la corruption, qui pour moi, la corruption est extrêmement liée au mandat lui-même. C'est-à-dire pour moi, le fait de corruption, c'est dehors, parce qu'il a à voir avec le mandat. Là, c'est un peu autre chose. Donc, moi, à titre personnel, je n'ai pas tranché cette question. Je pense qu'elle est assez complexe et qu'elle mérite peut-être plus de discussion que deux camps retranchés en disant on arrête, soit c'est la vie privée et les trucs atroces qu'on peut entendre, soit de l'autre côté, le premier où on entend la moindre chose, il est dehors. Bon, peut-être qu'il faut travailler plus précisément ces questions-là pour arriver à des choses qui sont justes, qui sont au plus juste qu'on puisse faire et qui nous permettent aussi d'avancer. Pas simplement de bannir, mais de travailler une société dans laquelle on peut vivre ensemble et dans laquelle on postule aussi du fait qu'on peut avoir commis ces actes et ne pas être à vie quelqu'un qui va avoir un comportement sexiste et un comportement de violence sexuelle. C'est important d'imaginer ça, parce que si on n'imagine pas ça, si on imagine qu'à partir du moment où quelqu'un est passé à l'acte, il va repasser à l'acte et que c'est terminé... En général, c'est le cas. Hein? Comment? C'est en général le cas. Quelqu'un qui est passé à l'acte repasse souvent à l'acte. En tout cas, ce sujet en lui-même, on le constate dans les violences. Oui, je suis d'accord. Mais, en tout cas, ce sujet en lui-même mériterait presque une table ronde, parce que voilà, là, il y a le temps de parole qui. C'est épidermique. Pour dire, tu vois, tu n'interromps pas sur d'autres avec lesquels peut-être il y a un désaccord. Parce que c'est très. Je dis que là-dessus, c'est épidermique, absolument épidermique, et je pense qu'il faut qu'on arrive. Et moi-même, ayant été victime de viol, etc., je veux dire, j'ai aussi un affect qui peut être très grand et une envie, dès que j'en vois un, de dire, bon allez hop, dehors. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive à raccommoder tout ça. Il faut qu'on arrive à poser et à avoir une logique qui est une logique de principe, une logique de réparation et une logique de société dans laquelle, au bout du bout, on cherche à vivre tous ensemble et en éradiquant ces violences sexistes et sexuelles. Moi, en tout cas, c'est l'objectif que j'ai, et que nos principes soient compris à échelle de masse. Parce que là, ça a été absolument pas compris. On a eu le sentiment que Adrien Quatennens a été réhabilité, quand d'ailleurs Tahabouaf a été dégagé, ou que... Donc il y a bien quelque chose qui semble absolument pas cohérent. Donc il faut qu'on gagne en cohérence, mais il faut aussi qu'on se mette autour de la table pour poser les principes, l'échelle des sanctions et des lieux qui nous permettent de ne pas rester chacun enfermé dans notre propre famille politique pour régler les questions. Voilà, j'espère avoir été clair. Alors nous allons changer de sujet parce que ça mériterait évidemment une plus longue discussion. Et j'aimerais juste faire un aparté sur le titre en fait de notre table aujourd'hui. Qui gardera les enfants? Il y a un podcast qui existe que je vous invite à regarder. C'est une création de Charlotte Bien-Aimée. Ça s'appelle donc Qui gardera les enfants? Et ça nous parle du fait en fait que souvent pour atteindre l'égalité avec les hommes, des femmes exploitent d'autres femmes. En fait, souvent les femmes des classes supérieures, pour prétendre à l'égalité professionnelle avec les hommes, sont forcées d'employer d'autres femmes qui bien souvent quittent leur pays et leurs enfants pour venir s'occuper des leurs, quittent également leurs fonctions et leur avenir professionnel. Et ça pose question. C'est le thème de notre table que nous n'aborderons pas plus profondément parce qu'on faute de temps, mais c'est un sujet sur lequel on peut aussi réfléchir et ça nous permet de faire la transition sur... c'est le cas en fait, c'est-à-dire en fait les femmes occupent majoritairement les emplois précaires en France. 70% des temps partiels et 62% des emplois non qualifiés sont occupés par des femmes. Et lorsqu'on les interroge, un tiers de ces travailleuses en fait voudraient travailler plus. Et lorsque en plus on prend en compte les femmes qui diminuent leur charge de travail pour justement s'occuper de la famille, on tombe à une femme sur deux, enfin un travailleur précaire à temps partiel sur deux qui a un temps partiel subi. Et donc, Clémentine, je voulais savoir, pour toi, quelles sont les mesures concrètes à mettre en place en priorité, justement, pour lutter contre cette précarisation des femmes. Alors là, pour lutter contre la précarité, il faut des lois qui ne favorisent pas la précarité et qui luttent contre la précarité. Et c'est un des enjeux majeurs du féminisme aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce que, au fond, le modèle néolibéral et les politiques d'austérité budgétaire, en tout cas de la réduction de la dépense publique qui cassent tous les services publics, qui sont des politiques générales pour tout le monde, s'abattent d'abord sur les femmes.
Et donc, si on veut avoir une politique féministe qui ne s'intéresse pas simplement à celles qui sont favorisées socialement, mais qui s'intéresse à toutes les femmes, alors la politique de lutte contre la réduction de la dépense publique et contre toutes les formes de précarité au travail ou de réduction des protections sociales ou des retraites encore plus loin ou du RSA qu'on va supprimer, etc., sont des politiques anti-féministes et qui font reculer les possibilités d'émancipation des femmes. C'est ce que Nancy Fraser appelle la politique pour les 99%. Il y a tout un courant américain qui, évidemment, a sa traduction en France et qui vise à articuler aujourd'hui un féminisme contemporain entre les objectifs sociaux généraux de modèles de société avec les objectifs féministes, parce qu'en fait, ils sont interdépendants probablement comme jamais. Prenons des exemples, y compris concrets, quand on parle de services publics et de diminution des services publics. On a des besoins qui sont grandissants. Qui va garder les enfants? Alors, mon conjoint me disait, quand je lui ai dit que je participais à ce débat, il me disait, c'est simple, la réponse, c'est moi. Parce que c'était quand même une réponse tout à fait sincère et tout à fait juste. Néanmoins, il y a quand même un vrai sujet, c'est qui va garder les enfants. Et donc, ça pose la question du service public de la petite enfance. Mais pour faire un service public de la petite enfance, pour que tous les enfants de 0 à 3 ans puissent avoir une place en crèche, il y a ici des gens qui s'occupent de municipalités. Les municipalités seules ne peuvent pas y arriver. Il faut un plan national, massif, comme on l'a fait dans les années 60. Dans les années 60, on a inauguré une école maternelle, qu'il faudrait d'ailleurs rebaptiser, arrêter d'appeler école maternelle, mais école enfantine. Je pense que déjà, ça changerait un peu les esprits des écoles enfantines. Et les écoles enfantines, il n'y en avait pas avant les années 60. Et on en a inauguré une par semaine, pour que tous les enfants puissent être accueillis en maternelle. Il faut faire la même chose pour les enfants de 0 à 3 ans, parce qu'on sait que c'est le moment où on a des enfants que les carrières et le fameux plafond de verre s'installent, ou que les femmes s'arrêtent de travailler ou passent à temps partiel. C'est un moment qui est tout à fait charnel. Donc il faut par exemple développer ces plafonds. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes dans une logique où on baisse les budgets publics. Mais c'est vrai pour des tonnes de sujets. On parlait des violences faites aux femmes. Si la justice ne peut pas faire son travail, si on ne peut pas avoir de l'argent pour former les policiers, pour qu'on accueille les femmes dignement dans les commissariats de police, si on ne fait pas des antennes spécifiques pour accueillir les plaintes dans ce domaine-là, bon, s'il n'y a pas de moyens pour tout ça, vous ne vous en sortez pas. Donc ce dogme de la règle d'or et de la réduction de la dépense publique empêche une politique féministe de se développer. La fermeture des centres IVG, je pourrais développer à l'envi. Les centres IVG, ils ferment parce que ce n'est pas rentable. Voilà, c'est ça le truc. Et que la puissance publique n'assume pas, en fait, sa tâche. Donc, pour assumer sa tâche, ça veut dire qu'il faut mettre des moyens dans l'hôpital public, etc., etc. Donc, une politique féministe, elle ne peut avoir lieu que si on est conséquent et qu'on dit que ça suffit, la norme du CDD. Même dans la fonction publique, vous savez aujourd'hui que la majorité des recrutements se font en CDD. C'est complètement délirant, même dans la fonction publique. Et ça s'est rendu possible parce qu'il y a des lois qui rendent possible ce développement de la précarité et de la flexibilité. Et j'ajoute un point, donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des lois spécifiques seulement féministes pour les femmes, c'est des lois globales, comme sur les retraites. Quand vous demandez à la population tout entière de travailler 2 ans de plus, vous savez très bien que celles qui vont payer le prix le plus fort, ce sont les femmes. Ils peuvent nous le dire dans tous les sens, ils nous l'ont dit dans tous les sens. C'est la simple réalité, parce que les femmes ont les carrières les plus hachées, parce que les femmes ont les salaires les plus bas. Et donc forcément, si vous leur demandez de cotiser 2 années de plus pour faire une carrière complète, c'est encore plus compliqué. Et donc ça veut dire qu'elles vont s'appauvrir pendant la période de retraite. Donc voilà, donc il faut tirer vers le haut notre modèle de protection sociale et il faut arrêter avec la précarité et la flexibilité, parce que ce sont les femmes qui en payent le prix fort. Mais je veux insister sur un point, parce que dans Qui va garder les enfants, il y a la question du temps de la vie. Et la question du temps de la vie est une question éminemment politique. Et elle doit rentrer désormais dans le champ politique comme étant voilà, une zone à conquérir. Parce que c'est la charge mentale, mais c'est l'histoire de la vie. Parce que le problème de garder les enfants, c'est une contrainte mentale, mais c'est aussi un plaisir de la vie. Et pourquoi ça ne marche pas, ton truc de faire venir les enfants pour les mettre à côté d'une réunion et qu'ils soient pris en charge? C'est qu'à un moment donné, ce qu'ils veulent, les enfants, c'est être avec leur papa et leur maman, et pas simplement être gardés.
Ils veulent aussi avoir ce lien-là. Et si on ne partage pas dans la société les temps de la vie pour qu'il reste du temps, pour que hommes et femmes puissent s'occuper de leurs enfants, pour que hommes et femmes puissent faire l'ensemble des choses et avoir un peu de temps pour soi, ce qui pour les femmes aujourd'hui devient la croix et la bannière, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont bossé, se sont occupées de leurs gamins, on fait les tâches domestiques, on soignait les plus anciens et voilà, on réglait 1 milliard de trucs dans leur cerveau sur les courses et l'anticipation de tout un tas de choses, il n'y a plus de temps pour soi. Et c'est comme ça qu'on arrive au burn-out et que ça devient extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, qui va garder les enfants? Pour moi, c'est aussi la question des temps. Et penser les temps, c'est la semaine de 4 jours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on cède face aux droites aujourd'hui, aux droites dures, sur le terrain majeur qui est celui de la réduction du temps de travail et donc du partage du temps de travail. Alors je sens qu'on cède un peu là-dessus et ça suppose de tout réorganiser et de partager les tâches. S'il n'y a pas du turnover dans les tâches, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent tout prendre. Je veux dire, le non-cumul des mandats, de ce point de vue-là, était plutôt aussi une bonne idée. C'est aussi ça qui a permis à des femmes de pouvoir accéder. Ça a fait une libération d'un seul coup. Je veux dire, il y a plein de femmes qui ne seraient pas mères aujourd'hui ou pas députées. Moi, je ne serais pas députée s'il n'y avait pas eu la loi sur le non-cumul. Parce que mon prédécesseur, il serait toujours député et d'ailleurs, il est toujours maire. Voilà. Mais c'est vrai pour beaucoup. C'est vrai pour beaucoup. Donc, partager les tâches, c'est un enjeu politique qui concerne des tonnes de domaines et qui, pour moi, doit être une préoccupation sociale et politique de premier plan, au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes et au nom de, évidemment, l'émancipation humaine globalement. Merci Clémentine. Justement, nous évoquions la charge mentale. Là, on vient de parler de la gestion du temps, des doubles journées. Et avec tout cela, on fait pression sur les mères dorénavant, dans l'éducation de leurs enfants, pour prendre en compte la dimension écologique et polluante. Par exemple, les couches lavables, la fabrication maison de produits d'entretien, les repas équilibrés. Aurore, penses-tu que ce soit des problématiques de bobos ou bien est-ce que ça va se généraliser et en ajoutant justement une nouvelle charge mentale aux mamans sur les questions écologiques? Moi, c'est une vraie inquiétude. C'est-à-dire qu'on a, en tant que femme, on a 150 000 injonctions contradictoires. On doit être belle, mais pas trop, parce que sinon on est vu comme une sois belle et tais-toi. On doit être intelligente, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus faire d'ombre à ces messieurs. On doit être drôle, mais pas trop non plus, parce que c'est pas très très sexy. Et en plus, avec tout ça, on doit être maintenant la mère Wonder Woman, hyper écolo, etc. On doit être bonne professionnelle, bonne mère, etc. et bonne écolo. Et oui, c'est une inquiétude. Pourquoi ? Parce que je le vois dans les discussions que je peux avoir avec certaines femmes, c'est-à-dire que la pilule, on se rend compte que la pilule, ça peut effectivement polluer les eaux. Pardon, il y a beaucoup de choses qui polluent les eaux, me semble-t-il, aujourd'hui. Enfin, la pilule, oui, peut-être, éventuellement, mais il me semble que ce n'est pas le sujet majeur. Et donc, je vois beaucoup de femmes s'interroger sur leur contraception, alors que la contraception a été un élément d'émancipation totale pour les femmes. Même chose pour les protections périodiques. C'est un truc, ça paraît anecdotique comme ça l'est absolument pas. C'est-à-dire que oui, certes, il y a un combat à avoir pour savoir ce qu'il y a dans les serviettes hygiéniques, dans les tampons, etc., parce qu'on ne sait pas s'il y a des produits polluants, etc., et souvent il y en a, même cancérigènes. Mais à côté de ça, il y a tout un courant aussi qui peut se développer sur n'utilisons pas un certain type de protection périodique parce que ça pollue, il y a du plastique, il y a du machin, il y a du truc, utilisons plutôt des cups, etc. Et donc là aussi, on a une nouvelle injonction il faut être super écolo, et c'est quelque chose qu'on nous ordonne aussi. Et puis, quand on est mère, si vous n'allaitez pas, vous êtes mal vu. Si maintenant vous ne faites pas vos petits pots vous-même, vous êtes une mauvaise mère, quelque part quand même. Vous achetez du tout prêt. Enfin, franchement, vous pourriez faire quand même. L'alimentation, c'est de l'amour aussi, après tout, etc., etc. Et puis, on vous met dessus effectivement les couches lavables, les jouets en bois, les machins, les trucs, etc. Et on se retrouve dans une situation où, oui, je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses parce que c'est exactement ce qu'on me disait. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peuvent paraître anecdotiques comme ça, mis bout à bout, ça fait système. Et je suis effectivement assez inquiète de certains propos que je peux entendre, voilà, de manière comme ça, éparpillée. Mais quand on les met ensemble, on se dit, mais en fait, non, ce n'est pas possible, en fait. Et en plus, non seulement c'est pas possible, mais ça entraîne chez nous une reproduction de l'exploitation. C'est-à-dire que comment font les femmes pour pouvoir se libérer un petit peu ? Elles vont faire, en fait, elles vont essayer d'avoir une femme de ménage. Moi, ma grand-mère était femme de ménage. J'ai mis du temps à me dire,
peut-être qu'à un moment, en tant que maman solo, députée européenne qui fait des allers-retours à Bruxelles tous les jours, je pourrais être un petit peu aidée. Ça a été un pas psychologique important. Mais n'empêche qu'en fait, pour pouvoir avoir un peu plus de temps, on exploite finalement d'autres femmes qui sont dans des situations précaires. Pourquoi ? Parce que vous pouvez les payer aussi mieux que vous voulez. N'empêche qu'elles ne travaillent pas là où forcément où on habite, qu'elles vont avoir des temps de transport absolument incroyables, que la plupart du temps, elles n'arrivent pas à faire une journée complète, mais elles ne peuvent pas retourner chez elles parce qu'il n'y a plus de train quand on habite en grande couronne d'où je viens, etc., etc. Donc voilà, il y a aussi, je pense, tout ça qu'il faut avoir en tête. Et je rappellerai que dans certains pays très féministes, en fait, on n'a pas forcément, par exemple, ce genre de choses parce qu'on fait justement attention, au partage des tâches et qu'effectivement, le partage des tâches, ça va avec la réduction du temps de travail. Et il faut renouer avec ce projet de gauche émancipateur qu'est la réduction du temps de travail. Non seulement on se remarque que dans les études écologiques, c'est ce qui permet de réduire le plus l'empreinte écologique, parce qu'en fait, on est dans un moment où il va falloir consommer moins et faire plus soi-même, et on se rend compte que la réduction du temps de travail permet de donner ce temps, mais en plus, en termes d'égalité hommes-femmes, c'est quelque chose d'excessivement important. Donc oui à la réduction du temps de travail, pour pouvoir aussi avoir un partage des tâches un peu plus égalitaire, et quand même, attention à certains biais écologiques aussi, à mon avis. Merci. Merci Aurore. Donc, Johanna, tous les ans, on entend ce chiffre, généralement en novembre, 9% d'écart salarial entre un homme et une femme à poste égal. On dit qu'à partir d'une certaine date, les femmes travaillent gratuitement. Et donc là, on parle bien de à poste égal. Parce qu'il n'y a pas que ça. Les femmes, dès leur enfance, sont orientées vers des métiers de soins à la personne ou d'hôtesse de caisse, des métiers qui sont donc plus faiblement rémunérés, avec des salaires inférieurs à ceux des hommes d'à peu près 19%. Donc je voulais savoir, qu'est-ce que peut faire la gauche pour l'égalité salariale ? La question du siècle. Moi, je pense que ça démarre dès la naissance. Et que le premier sujet, pour répondre à cette question, c'est le congé maternité et le congé paternité. Je rappelle que ce qui s'est appelé la commission de 1000 jours, qui était présidée par Boris Cyrulnik, préconisait que le congé paternité passe à 9 semaines. On en est très très loin. La question de l'alignement du congé maternité et du congé paternité, toutes les études sérieuses le démontrent, c'est le premier moment, en fait, de l'inégalité professionnelle. Aurore le disait tout à l'heure, c'est ce qui contribue à hacher les carrières, c'est ce qui contribue à rendre compliqué, c'est ce qui contribue à d'autres choix. Donc, la première réponse, à mon sens, c'est la question du congé paternité. Vous noterez d'ailleurs que la nouvelle ministre en charge du sujet aborde la question du congé parental. On peut en débattre. Moi, je ne suis pas trop, d'une manière générale, pour le nivellement vers le bas. Et quand on regarde d'où on part, comparant à la Suède, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, on peut améliorer la situation. Mais si on ne regarde pas le sujet du congé paternité, on passe en réalité à côté de la première étape. Ensuite, la deuxième, il n'y a pas de mystère. C'est la revalorisation des salaires. Quand Olivier annonce tout à l'heure dans son discours qu'il souhaite une grande conférence de négociation salariale, parce que la capacité à vivre de son travail, à bien vivre de son travail, elle se pose d'abord aux femmes. Regardez pendant la crise sanitaire, infirmières, aides-soignantes, aide à domicile, tous ces métiers qui ont été en première ligne sont des métiers qui aujourd'hui ne sont pas assez considérés au sens premier du terme, au sens financier, mais aussi au sens symbolique. Parce que la reconnaissance financière, elle fait la vie de tous les jours, elle fait qu'on a quelque chose à mettre dans son frigo pour ses gamins, mais elle fait aussi, est-ce que je me sens partie prenante d'une nation qui me regarde, d'une république qui me considère et qui me respecte. Donc cette question du salaire, elle est totalement première. Et c'est là qu'on voit à nouveau que tout boucle. On parlait des crèches et de la garde d'enfants, thème de cet atelier. Moi, je vous le dis, comme présidente de France Urbaine, cette association qui regroupe toutes les maires des grandes villes, aujourd'hui, parmi les métiers où on a le plus de mal à recruter, tout en haut, il y a la petite enfance. Je connais des villes qui ont budgété des crèches. J'ai en tête une ville qui a 2 crèches prêtes à ouvrir. Les budgets sont votés, les locaux sont prêts. Tout est prêt. Mais ces crèches n'ouvrent pas parce que cette ville de gauche n'arrive pas à recruter. Et derrière, c'est un cercle, parce que ça veut dire 300 familles et donc 300 mamans qui se retrouvent en difficulté
pour pouvoir concilier une vie familiale et une vie professionnelle. Donc la question des salaires, la question de la reconnaissance, elle est centrale. Le troisième élément de réponse, c'est comment on va aussi sur des sujets qui parfois à gauche sont un peu plus touchy. J'en cite un, la négociation salariale. Les mecs sont quand même beaucoup plus forts que les filles sur le sujet. Vous le regardez, que ce soit dans le privé ou dans le public, parce que c'est une question d'histoire, parce que c'est une question de représentation, parce que derrière, il y a plein de choses qui se jouent, parce que l'autocensure que j'évoquais tout à l'heure en début de réunion, nous, on a fait l'expérience à Nantes, on a lancé des sessions de négo-training. Autant vous dire que c'est un peu revé dans les brancards. Certains se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent à la mairie de Nantes, quoi? Ils convoquent des nanas dans une salle pour leur permettre de se former à la négociation salariale. Bah oui, parce que dans la vraie vie, si on ne prend pas ces sujets, en direct, là aussi, il y a une part de la question qui nous échappe. Et puis la quatrième dimension, Clémentine y a fait référence, c'est évidemment notre combat commun contre les retraites. Parce que quand même, ce président de la République qui nous serine avec le fait que l'égalité homme-femme est la grande cause du quinquennat, est le président de la République qui s'est entêté dans une réforme des retraites dont les femmes sont les premières pénalisées. Et c'est pour ça que cette question, elle est éminemment politique. Parce que c'est la question de la conjonction entre le combat social et le combat féministe. Vous pouvez prendre de nombreux exemples de métiers. Vous prenez les AESH, ces femmes qui accompagnent les enfants. Eh bien, pour une immense majorité d'entre elles, elles se retrouvent à être des travailleuses pauvres. C'est ça leur vie, c'est ça leur réalité. Et nous, socialistes, nous, hommes et femmes de gauche, nous, dans nos combats communs, quand on parle des métiers du soin, quand on a parlé de la société du care, quand on a parlé du fait que la société a besoin de reconnaître ces métiers du lien, ces métiers qui, dans une société toujours plus fragmentée, en réalité sont déterminants pour continuer à faire nation, pour qu'on continue à vivre pas juste les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. La conjonction du combat social et du combat féministe, en réalité, moi j'en suis absolument convaincue, c'est une base du pacte républicain. Quand on ne réussit pas à conjuguer ces deux sujets, on dissocie, on fragmente, on écarte, et ceux qui en payent toujours le prix dans ces cas-là, c'est les milieux populaires et les plus modestes. Oui, bien sûr, bien sûr. Juste pour aller dans ton sens, Christine Lagarde, on va se dire que j'ai une obsession avec cette femme et que ça fait partie de mes névroses, mais c'est parce qu'en fait, comme elle préside la BCE, je la vois souvent. Christine Lagarde, qui a quand même dirigé le Fonds monétaire international pendant des années, qui a quand même travaillé dans des très grands cabinets d'avocats à certains postes, qui dirige aujourd'hui la Banque centrale européenne, racontait la semaine dernière, jamais une femme ne lui a demandé une augmentation. Voilà. Jamais. Il faut voir la carrière qu'elle a eue, il faut voir ce qu'elle a dirigé. Je pense qu'elle a quand même des femmes qui travaillent à un certain niveau hiérarchique aussi au sein. Jamais. Voilà. Donc la question de la négociation, d'apprendre à négocier, de pousser à négocier, c'est pas des sujets mineurs. C'est extrêmement important et tout mon soutien à ce que tu fais. Merci Aurore. Bah justement, là j'aurais une question pour toi à ce sujet. Parmi les propositions que nous avons faites pendant la convention du temps des femmes, on a proposé à des hommes de geler leur salaire pour augmenter ceux des femmes. Et il y a quand même eu 30% d'entre eux qui étaient favorables, ce qui est quand même pas mal. Que penses-tu de cette question ? Alors, je vais répondre à ça. D'abord, Clémentine, je voudrais revenir... Non, mais j'écoute beaucoup. D'abord, je voudrais revenir, Clémentine, sur un sujet que tu as évoqué qui me turlupine depuis 20 minutes et qui, je crois, est tellement important sur le plan symbolique et médiatique que je ne peux pas ne pas le dire. Et je sais que je ne le dis pas à toi, parce que je connais ton avis sur le sujet. Adrien Quatennens, malgré lui, peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas les circonstances, ça ne m'intéresse pas. Il est devenu le symbole de quelque chose. Il est un député de la République qui a frappé sa femme et qui, 2 mois après, revient comme si de rien n'était. On peut mettre 1 milliard d'euros sur l'éducation contre les violences sexuelles et sexistes. Si la société se dit que quand on est un député de la République, on peut mettre une mandale à sa femme
et revenir comme si de rien n'était, je crois qu'on fait un recul en arrière incroyable. Et je sais très bien que c'est pas du tout à toi que je le dis. Oui, tu as raison, la question de la proportionnalité de la peine est un débat par principe en droit qui est fondamental et complexe en démocratie. Deuxièmement, oui, ce n'est pas facile et ça progresse dans les organisations politiques comme dans tant d'autres organisations, hein, parce que c'est pareil en entreprise, peut-être même pire. Et c'est difficile, les processus de gestation de ça. Mais je crois vraiment hein, que sur le plan symbolique, c'est vraiment, je prends des exemples caricaturaux, vous m'en excuserez, mais c'est ça la vraie vie. Quand vous expliquez à quelqu'un que c'est pas parce qu'il a bu 4 verres de Ricard que c'est une excuse de circonstance pour mettre une mandale à ses enfants aussi, pas seulement à sa femme, à ses enfants aussi. Que quand on est, parce qu'on s'est fait insulter dans la cour, qu'on frappe sa camarade de classe, ou même son camarade de classe, peu importe. Je veux dire, le combat culturel, il doit être mené. On a plutôt le sentiment positif que ça avance grâce à la mobilisation. Mais vraiment, je crois que c'est une faute. Il ne s'agit pas de le condamner, lui ou un autre, je ne veux pas vraiment personnaliser, de le condamner pour l'éternité. Mais enfin, personne n'a vocation à être député s'il commet des fautes. Voilà. Et donc, moi, je suis plutôt à la Scandinave. Quand on pique avec une carte bleue, même si c'est pour s'acheter des bas, et ben on dégage. Il y a une forme de complaisance qu'on qualifie faussement de latine en France sur tant de questions en matière de corruption, en matière de probité publique, en matière de violence sexuelle et sexiste. Et ce n'est pas acceptable. Et je crois que la classe politique, elle a une mission, c'est celle de l'exemplarité. Quand on ne l'est pas, on dégage. On dégage. Juste pour répondre sur 2 points. Le premier, c'est que c'est évident que la réponse de la France insoumise n'a pas du tout été à la hauteur du problème. Je l'ai dit, je me suis assez fait taper sur les doigts pour l'avoir dit d'ailleurs. Donc ça, j'ai pas de souci avec ça. Je pense que notre réponse n'a pas été à la hauteur de l'événement, de ce qui s'est produit. C'est un signe. Je me demandais ce qui se passait avec nous. Ça, c'est la première chose. Et oui, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, y compris quand il est allé sur BFM, ça a été une grande difficulté. C'est-à-dire qu'il retourne sur BFM et alors qu'il est sanctionné la veille par la loi, qui le punit pour avoir violenté sa femme, on a l'impression qu'il retourne complètement le truc et qu'il est la victime d'une femme qui est perverse. Donc évidemment qu'on était tous cloués au sol en se disant mais comment c'est possible ? Et effectivement, une émission pareille fait reculer dans la façon dont il a défendu. Donc je voulais vraiment dire que je suis d'accord avec toi sur à mon sens, nous n'avons pas été à la hauteur, ni en termes de discours politique, ni en termes de sanctions, de la dureté des sanctions, mais comme la question était sur qu'est-ce qu'on doit faire par la suite, je pense qu'il faut aussi qu'on tire toute une série d'enseignements sur ce qui s'est produit au-delà de l'affaire Quatennens, qui a été aussi instrumentalisée par nos adversaires. Donc c'était ça qui n'était pas simple, c'était que c'est aussi instrumentalisé par les adversaires. Darmanin, je rappelle à tout le monde, hein, je veux dire, Darmanin, c'est une page dans Le Monde, le type est ministre. Non, mais de l'Intérieur, qui plus est, le ministre de l'Intérieur. Et la page du Monde, et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça édifiant. Le type tranquille, hein, voilà, il échange des logements contre des faveurs sexuelles. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Et ce type est ministre, quoi. Bon, après, on est tous au courant de ça. Et c'est Aurore Berger qui ose nous faire à nous des leçons en permanence sur. Voilà, je ne vous parle pas de Damien Abad. Damien Abad, il est revenu sur les bancs. Et c'est cette année également. Damien Abad, ce dont il est question, c'est quand même d'avoir drogué des femmes pour pouvoir les violer. Pas une, plein. Voilà. Et que on est d'accord avec toi. Strictement rien. Cependant, les dégainer à chaque fois, c'est pas non plus. Voilà. Tu es d'accord que peut-être qu'Adrien Quatennens aurait dû démissionner. Moi, je pense qu'il aurait dû se retirer. Oui, elle l'a déjà dit. Clémentine l'a déjà dit. Sa position est clairement. Sa position n'est pas exactement ce que moi je pense qu'il aurait dû faire. Et on est quelques-uns à avoir dit qu'on estimait que la sanction qui avait été prise n'était pas suffisante. Ça, je pense que c'est pas il n'y a pas de problème avec ça. Pour moi, c'est pas le sujet. Je pense que ce qui est intéressant au-delà de mon propre point de vue personnel, c'est que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu un débat démocratique dans notre groupe pour voter sur la sanction, c'est que le problème, c'est pas simplement de savoir si moi, Clémentine Autain, féministe, militante contre les violences faites aux femmes,
qu'est-ce que je pense de la question? C'est que le groupe, il a voté et qu'il y avait une échelle de sanctions et que c'est pas la sanction la plus importante. Tu m'entends? C'est pas la sanction la plus importante qui a été adoptée dans un vote démocratique où nous étions 75. Alors, on n'était peut-être pas 75, mais on l'a voté. On l'a voté. Voilà. Et donc, je me plie aussi à la décision parce qu'il y a eu un processus démocratique de vote là-dessus. Donc, ça pose problème. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à convaincre et qu'il y a eu des arguments, etc. Et que l'échelle des sanctions, si elle n'est pas préalablement posée... Un vote un petit peu sous le stress, donc un petit peu vertical. C'est bien pour ça que je te dis, c'est bien pour ça que je dis que s'il n'y en a pas une réflexion en amont avec une échelle de sanctions préétablie et qui est valable pour tout le monde, eh ben ça donne le résultat que ça a donné avec le vote dans une contrainte, avec une émotion d'un camarade et tout ce que vous voulez. Et donc, nier cette dimension humaine, nier cette complexité-là des choses, je pense que ça ne nous permettra pas d'adopter les procédures qui permettent de verrouiller, enfin vous voyez ce que je veux dire, d'avoir des choses qui sont justes, qui sont pérennes et qui permettent d'être compréhensibles à échelle de masse et de ne pas mettre à bas nos principes, parce que le problème c'est quand même qu'on a pris cher alors qu'on est un mouvement qui était en pointe, qui est censé être en pointe dans ses propositions, dans ses combats concrets, avec des tonnes de militantes féministes sur ce terrain-là, et l'affaire Quatennens a semblé invalider tout un travail de fond de militantes féministes sincères et convaincues qui sont dans ce mouvement. Donc franchement, j'aime autant vous dire que ça, c'est pas juste non plus pour nous, quoi. Alors, en 10 secondes, comment on fait pour régler les inégalités salariales femmes-hommes dans notre pays? La réponse, c'est la loi. Et ça, c'est un élément de maturité de mon chemin féministe personnel. Pas que sur la question, d'ailleurs, de l'égalité femmes-hommes. Moi, j'ai été bercé dans une adolescence socialiste, universaliste, où le bon sens et la bonne volonté finiront par triompher. Il y aura 75 générations qui seront mortes avant que ça arrive. Je suis favorable aux politiques de quotas, aux politiques volontaristes. C'est-à-dire qu'il faut imposer des quotas. L'exemple des sénatoriales est très simple. Le jour où le législateur décide qu'il n'y a plus de scrutin dans ce pays de liste, avec une parité stricte de sortie, c'est facile techniquement à faire. Ça a été fait pour les conseils départementaux. C'est passé comme une lettre à la poste. Nous savons faire strictement la parité réelle. Il suffit de le vouloir, il suffit de le proposer, il suffira de le voter. C'est simple. Et on peut le faire pour les sénatoriales, ça marche pour tout. Pour les législatives, c'est pareil, on sait le faire. Il suffit je vous dis, c'est simple, fusionner 2 circos, c'est des binômes hommes-femmes-hommes, et à la fin, c'est strictement une parité réelle. Ce que je veux dire, c'est que, au-delà évidemment de la volonté, des engagements associatifs, et moi je suis émerveillé à Paris, qui est évidemment le territoire que je connais le mieux, de l'écosystème de l'engagement féministe, parce que il y a celui qui est peut-être le plus visible, peut-être le plus caricatural et le plus caricaturé, que je partage totalement. On aurait pu lancer un débat intéressant sur les barbecues genrés. Sandrine Rousseau a totalement raison. Et c'est pas normal, même si elle dit parfois les choses avec véhémence, qu'elle se fasse fracasser la tête comme ça, parce qu'elle dit, y compris une évidence sociologique, et à laquelle je me complais, c'est très mal, parfois l'été. Et donc, il faut aussi résister à ça. On n'est pas revenu dessus, mais le harcèlement dont sont victimes les femmes, les hommes politiques aussi, ils sont harcelés. Moi, je suis harcelé tout le temps, mais pas du tout de la même façon, pas du tout sur les mêmes registres. Personne m'a dit, mais Grégoire, je vais te violer à la sortie. C'est ça la violence qu'on a contre Anne Hidalgo, contre Emmanuel Pierre-Marie, qui est la maire du 12e arrondissement, contre d'autres élus écologistes, socialistes, de droite aussi, qui sont victimes de ça. De la violence. Et là aussi, il y a eu des progrès faits en matière législative, mais il faut en finir avec cette impunité de violence verbale qui est, et il ne faut pas le nier, préfigurateur d'une violence physique. Que parmi 1000 fous et imbéciles, j'aurais pu dire pire, qui insultent ou qui incitent au viol sur les réseaux sociaux, il y en a forcément un parmi ces 1000 qui est débile et qui un jour finira par passer à l'acte. Et donc, il faut combattre avec la même exigence et la même gravité les expressions de violence verbale sexiste et sexuelle que le risque de passage à l'acte que ça peut sous-entendre. En matière salariale, c'est comme pour les résultats, si on veut l'égalité salariale. Alors, pour rentrer dans la technique, je connais bien ces sujets-là, je suis défavorable, moi, à une loi qui viserait à plafonner le salaire des hommes pour augmenter le salaire des femmes. Temporairement. Hein. Ça aiderait les femmes, mais ça aiderait surtout le patronat, en l'occurrence. Donc, il y a techniquement des mécanismes, par exemple, de reversement d'intéressement genré,
c'est tant qu'une entreprise ne remplit pas des objectifs fixés par la loi, etc., en matière d'égalité salariale, eh bien, il y a un fonds abondé par les ressources de l'entreprise, par son excédent brut, on va pas rentrer dans la technique, mais bref, et dont l'enveloppe serait intégralement consacrée à des mécanismes de reversement. Ça ne résoudra pas tout de suite, etc., mais il faut assumer des mécanismes de discrimination positive en faveur des femmes en matière salariale, parce que sinon on pourra refaire la même université d'été dans 253 ans, et on aura, je l'espère, un peu progressé, mais encore pas assez. Un grand merci en tout cas. Tu veux... Ok. Plus, il y a une directive européenne qui a été votée en mars 2023 qui s'appelle Gender Pay Gap, qui justement vise à dire, vous êtes une entreprise de plus de 100 employés, vous devez montrer ce que vous payez aux hommes, ce que vous payez aux femmes. Et s'il y a un écart de plus de 5%, vous devez faire des négociations salariales pour pouvoir trouver une solution. L'Europe, c'est ce qui protège aussi le droit des femmes. Voilà. Merci Aura. Donc un grand merci pour toutes vos riches interventions. Enfin, en tout cas, clairement, ce débat nous a permis de débattre sur un certain nombre de sujets. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution. Le féminisme, c'est clairement un sport de combat. Sans nos combats, sans Christine et toutes les autres, comme l'a dit Johanna tout à l'heure, nous n'aurions probablement pas eu ces temps en fait durant notre campus, parce que voilà, on a eu quand même plusieurs temps aux heures dites de grande écoute, et c'est grâce à tout ça. Et donc nous, c'est vrai qu'on a une question, c'est à quand un campus féministe? Tu voulais dire un mot sur l'Assemblée? Je veux bien que tu dises un mot. Je sais pas sur quoi. Je sais juste que tu voulais dire un mot de conclusion. Oui, nous avons des documents à vous distribuer si vous êtes intéressés par l'université féministe. Oui, donc oui, l'Assemblée des femmes, donc où il y a des femmes élues socialistes, mais pas que, de toute la gauche aussi, qui en font partie, et des femmes élues et non élues. Donc l'Assemblée des femmes, organise ces universités féministes de 2023, les 21 et 22 octobre 2023 à Montpellier. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations. Merci à tous d'être venus si nombreux.